Nous abordons aujourd'hui une question fondamentale qui traverse l'histoire de la pensée humaine. Et si la civilisation que nous connaissons n'était pas la première forme d'intelligence organisée à habiter cette planète, et si les preuves de civilisation antérieure avaient été systématiquement cachées, oubliées ou simplement mal interprétées par les générations successives? Cette exploration examine les indices archéologiques ambigus, les récits anciens, les anomalies géologiques et les lacunes troublantes dans notre compréhension de l'histoire de la Terre et de l'émergence de l'intelligence humaine. Depuis la plus haute Antiquité, les humains ont conçu l'histoire non pas comme une progression linéaire vers un progrès inévitable, mais comme une succession de cycles. Cette vision cyclique de la civilisation apparaît dans les textes religieux et philosophiques, de cultures aussi éloignées que l'Inde ancienne, la Perse, la Grèce et Mésoamérique. En sanskrit, le terme yugas décrit les 4 âges du monde. Le Satya Yuga, ou âge d'or, le Treta Yuga, le Dvapara Yuga, et enfin le Kali Yuga, notre époque actuelle. Chaque transition entre ces âges est marquée par un déclin moral et physique, suivi d'une réinitialisation complète. Les Védas, textes sacrés de l'Inde ancienne compilés entre 1500 et 500 avant notre ère, décrivent ces cycles avec une précision remarquable. Selon ces textes, le Satya Yuga durait 12 000 ans, un âge où les humains vivaient en harmonie avec la nature et possédaient une sagesse inégalée. La même conception du temps apparaît dans la cosmologie babylonienne. Les inscriptions cunéiformes retrouvées à Ninive, datant du 7e siècle avant notre ère, mentionnent des rois antédiluviens qui auraient régné pendant des périodes extraordinairement longues. Le texte Liste royale sumérienne énumère des souverains dont les règnes s'étendaient sur plusieurs millénaires. Ces récits ne sont pas isolés. Dans la Grèce antique, Hésiode, poète du 8e siècle avant notre ère, divisait l'histoire humaine en 5 âges. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze, l'âge des héros et l'âge de fer. Chaque transition représentait une chute morale et une dégénérescence progressive. Hésiode écrivait que durant l'âge d'or, les humains vivaient comme des dieux, sans travail, sans souffrance, sans vieillissement. Cette remarque n'est pas une simple poésie. Elle reflète une croyance largement répandue que l'humanité avait autrefois atteint des sommets de civilisation et de connaissance, avant un cataclysme ou une transformation. Les Mayas de Mésoamérique partageaient une conception similaire. Leur calendrier complexe, codifié dans le Popol Vuh, ancien texte maya, décrivait 4 créations différentes du monde, chacune étant détruite et remplacée par une nouvelle. Le calendrier maya comporte des cycles imbriqués de durées diverses, le plus long étant le grand cycle Ubaktun, d'une durée de 5,1250 années. Chaque fin de cycle coïncidait avec une transformation radicale de l'univers et de l'humanité. Ce qui était remarquable, c'est la cohérence de cette vision à travers des civilisations géographiquement séparées et sans contact documenté. Des Andes à la Mésopotamie, des jungles du Yucatan aux plaines de l'Inde, des peuples distincts le concevaient l'histoire de manière identique, comme un processus récurrent de création, d'apogée, de déclin et de destruction. Pourquoi cette unanimité ? Une explication simple serait que tous ces peuples observaient les mêmes phénomènes naturels, les saisons, les cycles lunaires, les mouvements astraux. Cependant, la précision de certains de ces récits dépasse la simple observation astronomique. Les textes hindous décrivaient une précession des équinoxes, un phénomène astronomique très subtil qui ne fut scientifiquement établi en Occident que par Hipparque au IIe siècle avant notre ère. Comment les rédacteurs des Védas auraient-ils pu connaître cette mécanique céleste sans instruments optiques avancés ? Les tablettes d'argile de la Mésopotamie ancienne constituent notre fenêtre la plus directe fragmentée de civilisations antérieures technologiquement avancées. Cette précision devient moins énigmatique. La question de la suppression des archives se pose naturellement. Si des civilisations avancées en failant ce qu'on sent avaient réellement existé avant la nôtre, pourquoi n'en trouvons-nous aucune trace archéologique systématique ? Une réponse se trouve dans la nature même de la civilisation. Les archives écrites ne survivent que sous certaines conditions. Climat sec, matériaux résistants, protection contre les perturbations naturelles. L'Égypte ancienne, avec son climat désertique et ses papyri préservés, nous a laissé des registres détaillés. Mais combien de civilisations auraient disparu simplement parce que leurs registres ont pourri, été brûlés ou ensevelis sous des strates géologiques ? La durée de vie d'une civilisation dans le sol géologique est extrêmement courte à l'échelle des temps géologiques.
Une ville abandonnée depuis 2000 ans peut être complètement invisibilisée par l'érosion, l'accumulation de sédiments ou les transformations du paysage. Il existe également un biais systématique dans l'archéologie elle-même. Les archéologues cherchent ce qu'ils s'attendent à trouver. Si le paradigme dominant affirme que l'humanité s'est développée progressivement sur les 10 000 dernières années, les découvertes qui contredisent cette hypothèse sont souvent réinterprétées, écartées ou attribuées à des causes de naturelles plutôt que humaines. Nous reviendrons sur cet aspect. Pour l'instant, retenons simplement que la vision cyclique de la civilisation, documentée dans les textes anciens du monde entier, suggère une croyance profonde et largement partagée en l'existence de civilisations antérieures. Qu'il s'agisse d'une transmission de mémoire historique ou d'une simple spéculation philosophique, cette conviction récurrente mérite d'être examinée sérieusement plutôt que écartée comme pure mythologie. Le concept de réinitialisation cyclique implique également que les preuves de civilisation antérieure pourraient en être cachées non par une intention délibérée de suppression, mais simplement par les forces naturelles. Un événement cataclysmique à grande échelle tel qu'une inondation majeure, un impact de météorites ou une éruption volcanique généralisée aurait le potentiel d'enterrer, de détruire ou de transformer complètement les vestiges d'une civilisation avancée. Les strates géologiques nous montrent clairement que la Terre a connu de tels événements à plusieurs reprises dans son histoire. Si une civilisation technologique avait existé il y a plusieurs millions d'années, les vestiges en seraient probablement pulvérisés, fossilisés ou transformés au-delà de la reconnaissance. Ce qui nous ramène à la question fondamentale. Si nous ne trouvons pas de preuves, est-ce parce qu'elles n'existent pas ou parce qu'elles sont cachées par la géologie elle-même ? L'archéologie officielle repose sur un ensemble de datations établies, de classifications typologiques et de narratifs de développement culturel qui sont présentés comme définitifs. Pourtant, à travers le monde, des découvertes régulièrement ne s'intègrent pas dans ce cadre établi. Ces anomalies ne sont pas rares, elles sont systématiques et distribuées géographiquement de manière à suggérer un phénomène historique cohérent plutôt que des anomalies isolées. Commençons par un exemple concret. Les sphères de pierre de Costa Rica. Des centaines de sphères de granit et de gabbro, certaines d'un diamètre dépassant 2 mètres et pesant plusieurs tonnes, ont été découvertes dans les régions du sud du Costa Rica. Aucune explication satisfaisante n'a jamais été fournie concernant leur pure pose, leur datation précise ou la méthode de leur fabrication. Les sphères sont remarquablement lisses, presque parfaites géométriquement, un fait qui laisse perplexes les géologues et archéologues. Un artefact encore plus énigmatique est la batterie de Bagdad. Découverte en 1938 près de Koujout Rabu en Irak, cette structure consiste en un pot de terre cuite contenant une tige de cuivre enveloppée dans une barre de fer. Lorsque rempli d'un électrolyte acide tel que le jus de citron ou de raisin, ce dispositif génère une charge électrique mesurable. Les archéologues sont restés divisés sur sa fonction réelle. Certains affirment que c'était un simple conteneur ou un objet religieux. D'autres suggèrent qu'il s'agissait effectivement d'une batterie primitive, peut-être utilisée pour le plaquage électrochimique de métaux, une technologie qui aurait porté la civilisation antique bien au-delà de ce que nous supposons. Si des batteries électriques existaient en Mésopotamie au 1er siècle avant notre ère, cela implique une compréhension de l'électricité et de l'électrochimie qu'on n'attribue généralement pas aux civilisations antiques. En Égypte, nous trouvons des anomalies de nature différente. Les pyramides de Gizeh, et particulièrement la Grande Pyramide, présentent des caractéristiques géométriques d'une précision extraordinaire. L'orientation de la Grande Pyramide vers le nord magnétique est si exacte que les écarts n'excèdent pas quelques minutes d'arc. La base de la pyramide est si plate et si régulière que les variations d'élévation d'un coin à l'autre ne dépassent pas quelques centimètres sur une structure couvrant 1 hectare. Comment les anciens Égyptiens, supposément sans instruments optiques sophistiqués, auraient-ils pu accomplir un tel exploit ? La réponse traditionnelle invoque le génie humain, l'observation astrale et l'expérience accumulée. Cependant, ces explications deviennent moins convaincantes lorsqu'on examine les blocs de pierre utilisés. Certains blocs des pyramides pèsent entre 70 et 80 tonnes, voire plus pour les blocs granit du plafond de la chambre du roi. Nous ne possédons aucune preuve archéologique ou textuelle montrant comment des blocs d'une telle masse auraient pas pu être transportés et positionnés avec une telle précision sans mécanisme de levage avancé.
Les inscriptions dans certaines chambres de la Grande Pyramide présentent également des anomalies linguistiques. Certains hiéroglyphes semblent avoir été gravés après la construction des chambres, comme si les anciens Égyptiens cherchaient à attribuer la structure à un pharaon spécifique longtemps après sa réalisation. Cela suggère une possibilité troublante que la Grande Pyramide aurait pu être construite par une civilisation antérieure, puis réoccupée et relabellisée par une civilisation égyptienne ultérieure. Cette hypothèse se heurte à l'orthodoxie académique, qui affirme catégoriquement que Khéops a construit la Grande Pyramide. Mais les preuves archéologiques permettant d'établir cette attribution définitivement sont remarquablement minces. En Amérique du Sud, les vestiges de Pumapunku en Bolivie présentent un problème similaire. Ce site, situé sur le plateau du Titicaca à une altitude de 3650 mètres, contient des blocs de pierre d'une taille considérable, certains pesant entre 130 et 200 tonnes. Ces blocs sont ajustés les uns aux autres avec une précision telle qu'un couteau ne peut pas glisser entre eux. Les blocs de granit dur ont été taillés et façonnés avec une uniformité remarquable. Les archéologues attribuent généralement Pumapunku à la culture de Tiwanaku, une civilisation qui a fleuri entre 300 et 1000 de notre ère. Pourtant, le style architectural et les caractéristiques de construction suggèrent une intention et une capacité technique qui dépassent nettement ce que nous attribuons habituellement à cette période et à cette région. Le phénomène des lignes de Nazca au Pérou soulève également des questions. Ces énormes géoglyphes, gravés dans le sol du désert de Nazca et ne pouvant être vus entièrement que d'une altitude considérable, représentent des animaux, des formes géométriques et des motifs de complexité remarquables. Les datations au carbone les placent entre 500 avant notre ère et 500 de notre ère. Cependant, la raison précise de leur création, leur fonction supposée, et la façon dont les constructeurs auraient pu concevoir et exécuter ces motifs sans vue aérienne demeurent des mystères non résolus. La théorie la plus communément acceptée affirme qu'elles avaient un objectif rituel ou astronomique, mais cette explication ne rend pas compte de la complexité et de la diversité des motifs. En Asie du Sud, le site de Mohenjo-Daro dans la vallée de l'Indus présente des anomalies urbaines. Cette civilisation, datée entre 2600 et 1900 avant notre ère, révèle une planification urbaine complexe et régulière, des systèmes de drainage sophistiqués et une architecture standardisée suggérant une organisation administrative très centralisée. Cependant, les origines de cette civilisation demeurent obscures. Aucune trace de ses débuts n'a été découverte, ce qui suggère qu'elle serait apparue soudainement, déjà pleinement formée et organisée. Cette absence de période de développement progressif est anormale. Ordinairement, nous trouvons des traces d'une civilisation en formation, passant graduellement de niveau simple à plus complexe. Pour la civilisation de l'Indus, cette progression intermédiaire est inexplicablement absente. Ces anomalies, considérées individuellement, peuvent chacune être expliquées et écartées. Considérées collectivement, elles suggèrent un phénomène systématique, des vestiges d'une intelligence organisée et techniquement avancée, distribués mondialement, attribués artificiellement à des civilisations plus récentes ou mal interprétés comme des phénomènes naturels. La question n'est pas de prouver définitivement l'existence de ces civilisations antérieures, mais de reconnaître que le paradigme académique établi n'explique pas pleinement ces découvertes et que l'hypothèse alternative mérite une investigation sérieuse plutôt qu'un rejet catégorique. Au Liban, dans la ville antique de Baalbek, existe une structure qui demeure énigmatique même après des siècles d'études archéologiques. La terrasse de Baalbek, également connue sous le nom de plateforme de Baalbek, consiste en des blocs de pierre monolithiques d'une taille et d'une masse extraordinaires. Le plus grand bloc visible, appelé la pierre du Sud, mesure approximativement 21 mètres de long, 4,8 mètres de large et 4,2 mètres de haut. Selon les estimations géologiques, ce seul bloc pèserait entre 800 et 900 tonnes. Pour établir un point de référence, les plus grandes pierres utilisées dans la construction de la Grande Pyramide d'Égypte pèsent environ 80 tonnes. Un bloc 2 fois plus long et 10 fois plus lourd représente un défi technique radicalement différent. 3 autres blocs, appelés collectivement les Trilifold, sont adjacents et mesurent dont chacun environ 19 mètres de long, 4,5 mètres de large et 4 mètres de haut. Ces blocs monumentaux forment la base d'une plateforme sur laquelle ont été construits ultérieurement des temples romains, notamment le temple de Jupiter.
L'historiographie conventionnelle attribue la construction de ces temples à la civilisation romaine, datée entre le 1er et le 3e siècle de notre ère. Cependant, l'archéologie attribue la plateforme elle-même à une période bien antérieure, une conclusion basée principalement sur l'absence de preuves plutôt que sur une preuve positive. Les Romains, historiquement documentés pour avoir construit des structures impressionnantes, n'avaient typiquement pas besoin de creuser plusieurs mètres en profondeur pour construire une plateforme stable. La plateforme de Baalbek est si profondément fondée, avec des blocs de base enfouis dans la terre, que sa construction logiquement précéderait celle des temples romains de plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. La question technologique se pose immédiatement. Comment ces blocs ont-ils été extraits, transportés et positionnés ? Les carrières locales près de Baalbek révèlent des traces des opérations d'extraction. On observe des blocs partiellement détachés de la roche-mère, certains montrant des traces d'outils. Cependant, la méthode précise d'extraction demeure débattue. Les marques observées suggèrent l'utilisation d'outils simples, probablement en bronze ou en cuivre, ce qui rend mathématiquement problématique l'extraction de blocs d'une telle taille. La quantité de travail requis dépasserait de loin ce qui aurait été rationnellement entrepris avec la technologie supposée de la période. Les distances de transport augmentent les défis. Une fois extraits, ces blocs auraient essayé dû être transportés sur des pentes irrégulières et sur des distances significatives jusqu'au site de la plateforme. Les technologies comme conventionnellement proposées pour le transport de blocs lourds dans l'Antiquité inclurent encore les rampes de terre, les cordes, les leviers en bois et les rouleaux. Des expériences modernes ont montré que ces méthodes sont théoriquement possibles pour déplacer des blocs de 70 à 80 tonnes. Cependant, pour des blocs de 800 à 900 tonnes, même ces expériences ne fournissent que des modèles hautement spéculatifs. Le nombre de travailleurs requis serait colossal, probablement plusieurs milliers. Les ressources logistiques nécessaires pour coordonner un tel effort, pour approvisionner les ouvriers et pour construire l'infrastructure temporaire de transport dépasseraient ce que nous connaissons de l'organisation économique de la région à toute période attestée. Considérons également la précision du placement. Les trilifolds et autres blocs sont alignés les uns contre les autres avec une précision millimétrique, sans mortier ni ciment. Cet ajustement est si serré qu'il surpasse même la construction romaine ultérieure sur la plateforme. Accomplir cet ajustement exigerait une technologie de mesure et de taille très avancée, ainsi qu'une main-d'œuvre extraordinairement compétente et coordonnée. Les outils supposément disponibles, des outils en bronze ou en pierre, n'auraient sûrement pas pu produire cette précision avec l'efficacité observée. Des traces microscopiques d'outils métalliques plus avancés, comme l'acier ou d'autres alliages, seraient extrêmement révélatrices, mais l'analyse minéralogique des blocs n'a jamais été conduite de manière approfondie par les autorités académiques. Baalbek ne se dresse pas seul. Des structures mégalithiques similaires, caractérisées par des blocs de pierre immanquablement grands et précisément ajustés, se trouvent en jeu dans le monde entier. À Sacsayhuaman, au Pérou, près de la ville inca de Cusco, existe une forteresse construite avec des blocs de granit et de calcaire, certains pesant entre 100 et 200 tonnes, ajustés sans mortier avec une cohésion si exacte que des lames de feuilles ne peuvent pas passer entre eux. Les Incas ont revendiqué la construction de Sacsayhuaman, mais les preuves archéologiques suggèrent qu'elle pourrait bien avoir été construite antérieurement, puis réoccupée ou rénovée par les Incas. La technique de construction à sec joint présent à Sacsayhuaman rivalise avec la qualité observée à Baalbek. Pumapunku, mentionné précédemment, est un autre exemple de cette anomalie mondiale. Au Cambodge, le temple d'Angkor Wat, bien que datant du XIIe siècle, contient certaines caractéristiques architecturales et certains dispositifs hydrauliques suggérant un savoir technologique antérieur à sa construction attestée. En Chine, la Grande Muraille elle-même, attribuée à diverses dynasties chinoises, incorpore des sections de pierre massivement taillées, dont les origines antérieures sont possibles. Le phénomène de ces mégastructures énigmatiques ne se limite pas à une région géographique ou à une période historique unique. Il traverse les continents et les millénaires supposés, suggérant une cause commune. Une explication possible, rarement envisagée dans l'académie mainstream, est que ces structures représentent les vestiges d'une ou de plusieurs civilisations techniquement avancées qui ont existé antérieurement à la civilisation humaine enregistrée. Si cela était vrai, la question suivante serait « Qu'est-il arrivé à ces civilisations ? Comment ont-elles disparu au point que nous ne conservons d'elles que des ruines fragmentées et mal attribuées ?
Les catastrophes géologiques et climatiques pourraient en expliquer la destruction matérielle. Mais la suppression ou la transformation des enregistrements historiques requiert une explication différente. Nous aborderons cette question dans les sections suivantes en examinant les preuves de cataclysmes planétaires et les mécanismes de suppression du savoir. La légende de l'Atlantide, rapportée par Platon dans ses dialogues Timée et Critias, datant du IVe siècle avant notre ère, décrit une civilisation insulaire avancée qui aurait existé environ 9000 ans avant Platon. Selon le récit, l'Atlantide possédait une technologie et une organisation sociale sophistiquées, avec des systèmes d'irrigation complexes, des flottes maritimes puissantes et une richesse extraordinaire. Cependant, en raison de sa corruption morale et de son orgueil, l'Atlantide aurait été submergée en une nuit et un jour, disparaissant sous l'océan. Pendant des siècles, ce récit a été largement rejeté comme pure fiction, une allégorie philosophique créée par Platon pour illustrer les principes de la justice et de la chute des sociétés. Pourtant, des découvertes archéologiques et géologiques ont commencé à donner du poids à la possibilité que Platon décrivait un événement historique réel, possiblement transformé ou allégorisé au cours de sa transmission orale. En 1939, l'archéologue grec Spyridon Marinatos a découvert des preuves d'une civilisation avancée à Santorin, une île dans l'archipel des Cyclades en Méditerranée. Santorin, antérieurement appelée Terra, avait accueilli la civilisation minoenne, datée entre 3000 et 1100 avant notre ère. L'île elle-même avait subi une transformation cataclysmique. Vers 1600 avant notre ère, une éruption volcanique massive avait partiellement détruit l'île, provoquant l'effondrement d'une caldeira volcanique et créant un raz-de-marée dévastateur connu sous le nom de tsunami de Santorin. Cette catastrophe aurait anéanti la civilisation minoenne et déstabilisé les civilisations contemporaines de la région méditerranéenne. Les parallèles entre le récit de Platon et l'événement de Santorin sont frappants. Platon décrivait une civilisation riche et techniquement avancée. Les Minoens de Santorin correspondaient précisément à cette description. Santorin était une île. La civilisation minoenne était maritime et commercialement dominante. L'événement cataclysmique qui détruisit Santorin était soudain, violent et résultait en la submersion partielle de terre. Si Platon ne décrivait pas littéralement Santorin, il décrivait certainement une catastrophe historique analogue transmise à travers les traditions orales grecques antérieures. Cela soulève une question plus profonde. Combien d'autres civilisations côtières avancées auraient-elles pu être submergées par des événements géologiques similaires, laissant peu de traces à la surface, mais enterrant potentiellement des archives entières sous les sédiments marins? Les côtes anciennes sont révélatrices. Le niveau des mers a fluctué significativement au cours de l'histoire géologique de la Terre. Pendant la dernière période glaciaire, qui culmina il y a environ 20 000 ans, le niveau des mers était environ 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Des terres qui sont actuellement sous la mer auraient été des terres fermes habitables. Le plateau continental qui s'étend au-delà des côtes actuelles couvre des superficies vastement plus étendues que les terres côtières émergées. Si une civilisation côtière avancée avait existé pendant la période glaciaire ou dans les millénaires qui ont suivi immédiatement son terme, elle aurait habitué ces étendues côtières, désormais submergées. La fonte des calottes glaciales, après la période glaciaire, aurait progressivement inondé ces territoires, détruisant ou forçant le déplacement des populations côtières. Les archives écrites de ces civilisations, si elles existaient, auraient été perdues ou transformées sous les eaux. Les études géologiques modernes ont révélé des preuves de submersion côtière massive. Le détroit de Bosphore, qui sépare l'Europe de l'Asie mineure, est passé par des transformations spectaculaires. Entre 5600 et 5000 avant notre ère, le niveau de la mer Noire a connu une augmentation rapide, possiblement due à une rupture catastrophique du barrage terrestre qui l'a séparé de la Méditerranée via le détroit du Bosphore. Cette inondation aurait submergé des terres habitées, créant soudainement une vaste étendue d'eau. Les vestiges de civilisations côtières antiques se trouvent maintenant sous les eaux de la mer Noire. Les chercheurs sous-marins ont découvert les restes de structures humaines et de vestiges archéologiques à des profondeurs considérables, datant de périodes antérieures à la submersion supposée. De manière similaire, le golfe Persique, actuellement séparant le Moyen-Orient, était un vaste système fluvial et de terre plate il y a environ 8000 à 10 000 ans. Les cartes bathymétriques du golfe Persique révèlent un système fluvial ancestral profondément encaissé,
reliques d'une période où les eaux étaient beaucoup moins étendues. Des civilisations auraient pu prospérer dans ces régions actuellement submergées. Les mêmes processus se sont produits globalement. Le plateau continental du Bangladesh était une terre habitable il y a seulement quelques millénaires. Les côtes du continent nord-américain, du continent européen et du continent asiatique ont toutes connu des transformations majeures du niveau des mers. Considérez maintenant les implications. Si une civilisation techniquement avancée avait existé entre 12 000 et 8 000 ans avant notre ère, avec des villes côtières, des archives écrites et des réseaux de commerce maritime, elle aurait été en grande partie anéantie par les inondations côtières post-glaciaires. Ces archives, ces artefacts et ces structures matérielles auraient coulé ou été fragmentés sur les plateaux continentaux submergés, préservés dans des environnements anaérobies que nous ne fouillons que rarement. Les survivants de ces catastrophes auraient fui vers les terres plus hautes, porteraient pas des récits traumatisés de l'inondation et de la perte de leur civilisation avancée. Ces récits auraient été conservés oralement pendant des générations, possiblement transformés au fil du temps en mythes et en légendes, finalement enregistrés dans les textes sacrés des civilisations ultérieures. Les légions de déluge trouvées dans les textes anciens du monde entier acquièrent ainsi une signification nouvelle. Le déluge biblique, l'inondation de Manu dans les textes hindous, les récits sumériens d'inondation dans le récit d'Atrahasis. Tous pourraient représenter les souvenirs fragmentés et stylisés d'événements géologiques réels qui auraient détruit les civilisations côtières avancées de la préhistoire. Plutôt que de simples mythes, ces récits pourraient être les archives historiques les plus anciennes de l'humanité, préservées dans la tradition orale jusqu'à ce qu'elles soient écrites dans les textes sacrés. L'Atlantide de Platon, considérée sous cet angle, n'est peut-être pas une allégorie, mais une transmission altérée d'une vérité historique. Si une civilisation techniquement avancée avait existé avant la nôtre, elle aurait laissé des signatures caractéristiques dans la géologie terrestre. Ces signatures ne seraient pas des fossiles ou des os, mais des modifications chimiques, minéralogiques ou isotopiques de la matière terrestre. Nous savons que les activités humaines modernes laissent des empreintes détectables dans le registre géologique. La combustion du charbon et du pétrole a augmenté les concentrations de dioxyde de carbone atmosphérique de 35% depuis l'ère industrielle. Les essais nucléaires atmosphériques de la guerre froide ont déposé des isotopes radioactifs mesurables dans les strates sédimentaires du monde entier. Les dépôts industriels de lourds métaux marquent l'ère moderne d'une manière permanente. Une civilisation techniquement avancée antérieure laisserait des signatures similaires, bien que potentiellement différentes en composition selon ses technologies particulières. Examinons d'abord les anomalies de radioactivité. À certains endroits sur Terre, les niveaux de radioactivité naturelle sont anormalement élevés ou présentent des distributions anormales. Dans la région du Décan en Inde, des dépôts minéraux montrent des concentrations d'uranium et de thorium supérieures à ce que des processus géologiques naturels expliqueraient aisément. Dans certains gisements de minerais en Afrique du Sud et en Australie, on observe des anomalies similaires. Une explication conventionnelle invoque les processus de concentration naturelle au fil du temps géologique. Cependant, si une civilisation ancienne avait mené une extraction de minerais à grande échelle, concentrant et traitant l'uranium pour une source d'énergie quelconque, elle aurait laissé des résidus hautement concentrés. Ces résidus, rejetés ou abandonnés, auraient une signature isotopique distincte des dépôts naturels. Les isotopes radioactifs décroissent à un taux prévisible. Si nous pouvions déterminer avec précision les rapports isotopiques de ces anomalies, nous pourrions potentiellement dater leur formation et déterminer si elle était naturelle ou anthropogénique. Les vitrifications de roches présentent une anomalie géologique encore plus mystérieuse. Le verre volcanique naturel, ou obsidienne, se forme quand la lave de rhyolite refroidit très rapidement. Cependant, en divers endroits, on observe des vitrifications de roches qui ne correspondent pas au schéma volcanique habituel. En Écosse, à Eildon Hill, existe une forteresse préhistorique dont les murs de pierre montrent des signes de vitrification. Les pierres ont été partiellement fondues et ressoudées, formant une roche vitrifiée. L'explication conventionnelle invoque des incendies de défense exceptionnellement chauds où des fortifications en bois auraient brûlé à des températures suffisamment élevées pour vitrifier la pierre. Cependant, une comparaison avec les murs fortifiés similaires du monde entier révèle que très peu d'entre eux présentent cette vitrification. C'est une anomalie,
pas une pratique courante. Considérez une alternative. Si une civilisation avait possédé une technologie capable de générer des faisceaux d'énergie concentrés, comme les lasers ou les dispositifs de fusion nucléaire, elle aurait laissé des preuves de vitrification localisée. Le cœur d'une ville détruite par une arme thermonucléaire laisse une signature géologique très spécifique. Verre de fusion locale à très haute température, résidus radioactifs concentrés et une empreinte cratérique si l'arme était suffisamment puissante. Des anomalies géologiques localisées de ce type existent en plusieurs endroits. Dans le désert du Sahara, en Mauritanie, existe une structure géologique circulaire, le dôme de Richat, d'une diamètre d'environ 45 km. Bien que largement supposée être une structure géologique naturelle formée par l'érosion sélective, sa circularité quasi parfaite, sa taille et son absence de caractéristiques impactites, les minéraux deformés typiques des cratères d'impact, soulèvent des questions. Pourraient-ce être les restes d'un impact de météorites très ancien ou pourrait-ce être quelque chose de plus? Les anomalies magnétiques fournissent un autre indice potentiel. La magnétite, un oxyde de fer ferromagnétique, se forme naturellement dans le sol. Cependant, les anomalies du champ magnétique terrestre révèlent des zones où la concentration de magnétite dépasse ce qu'on attendrait de la distribution géologique naturelle. Ces anomalies magnétiques pourraient indiquer la présence de résidus de traitement de minerais de fer à grande échelle. Encore une fois, une explication conventionnelle attribue ces anomalies à des processus géologiques. Mais l'accumulation d'anomalies magnétiques localisées en certains endroits suggère l'activité extractive humaine dans le passé lointain. Les strates sédimentaires contiennent également des records chimiques détaillés. Les concentrations d'éléments tracent dans les couches de tourbe, de sédiments lacustres et de sédiments océaniques reflètent les conditions environnementales et les activités biologiques à l'époque de leur dépôt. L'archéologie du sol moderne utilise ces signatures pour déterminer les activités humaines passées. Les dépôts massifs de certains métaux lourds dans des strates anciennes, présents avant l'ère industrielle documentée, soulèvent des questions. Le plomb, par exemple, était extrait et travaillé par les civilisations romaines. Cependant, certaines strates géologiques bien antérieures à Rome montrent des concentrations de plomb significativement élevées, non expliquées par les sources naturelles. Si une civilisation ancienne avait mené l'exploitation minière du plomb et sa raffinerie à une échelle massive, elle aurait créé exactement ces signatures. L'iridium, un élément rare sur Terre mais commun dans les météorites, existe en concentration anormale dans certaines strates géologiques. La couche d'iridium au-dessus du cratère de Chicxulub au Mexique est la signature de l'impact de météorites qui aurait tué les dinosaures il y a 66 millions d'années. Cependant, des concentrations plus petites mais anormales d'iridium existent en d'autres endroits, datant de périodes bien plus récentes, sans corrélation évidente avec des impacts de météorites. Pourrait-elle indiquer l'introduction artificielle d'iridium par une civilisation technologique? Il est difficile d'imaginer une raison pour laquelle une civilisation antique utiliserait de l'iridium, un élément qui ne possède pas de propriétés particulièrement utiles pour les technologies antiques. Cependant, si une civilisation très avancée avait possédé la technologie spatiale ou l'astronomie pratique, elle aurait pu collecter des matériaux riches en iridium provenant des météorites ou des astéroïdes. La question fondamentale reste: avons-nous fouillé le registre géologique avec une rigueur suffisante pour détecter ces signatures? La plupart de l'analyse géologique se concentre sur les questions de pertinence scientifique. Datation de la Terre, formation des continents, histoire de l'évolution. L'hypothèse d'une civilisation techniquement avancée préhistorique n'est généralement pas prise en compte dans les recherches géologiques sans standard. Les anomalies qui pourraient servir de preuve sont observées, mais réinterprétées pour s'adapter au paradigme dominant. Si nous admettions la possibilité d'une civilisation avancée antérieure et si nous appliquions les outils de la géologie moderne à cette hypothèse, les résultats pourraient être révélateurs. Les textes religieux et mythologiques de l'Antiquité sont généralement traités comme des composites de littérature symbolique, de sagesse morale et d'interprétation poétique de phénomènes naturels. Cependant, si nous examinons ces textes avec l'hypothèse qu'ils pourraient contenir des enregistrements historiques fragmentés d'événements réels, une image différente émerge. Les Védas du sanskrit, le plus ancien ensemble de textes religieux écrits de la civilisation indo-aryenne, datant de 1500 à 600 avant notre ère,
contiennent des descriptions détaillées de civilisations antérieures, de technologies et d'êtres surhumains. Le Rig Veda décrit les Devas, des entités divines possédant des pouvoirs surhumains, vivant dans des villes célestes construites avec des matériaux indestructibles. Ces descriptions pourraient être interprétées comme l'allégorisation mythologique de rencontres humaines avec une civilisation techniquement avancée. Plus spécifiquement, le Mahabharata, une épopée indienne ancienne de plus de 100 000 vers, contient des passages très détaillés décrivant des armes de destruction massive. Le passage connu sous le nom du Brahmastra, décrit comme une arme de l'énergie divine capable d'anéantir complètement une armée, emporte une description qui rappelle remarquablement une explosion thermonucléaire. Le texte décrit une lumière aveuglante, une chaleur intense, la destruction de la vie organique sur une région étendue et les effets à long terme de la radiassistance environnementale. Les survivants du Brahmastra sont décrits comme présentant des symptômes compatibles avec l'exposition aux radiations, la perte de cheveux, la maladie, la stérilité et la malformation chez les enfants nés par la suite. Ces descriptions sont si précises, si détaillées, qu'elles soulèvent la question troublante. Les rédacteurs du Mahabharata avaient-ils une connaissance directe ou transmis des armes nucléaires ? Les textes babyloniens, cunéiformes, inscriptions sur tablettes de glaise, datant de la période akkadienne et sumérienne, contiennent également des anomalies remarquables. L'Enuma Elish, le mythe de création babylonien datant du XIIe siècle avant notre ère, décrit une bataille cosmique entre des êtres puissants appelés les Anunnakis. Selon le mythe, ces Anunnakis descendirent s'en du ciel et établirent une civilisation matérielle sur Terre. Les Sumériens eux-mêmes ont produit la Liste royale sumérienne, un document énumérant les rois antédiluviens supposés qui auraient régné pendant des périodes extraordinairement longues, certains durant plusieurs milliers d'années. Après le déluge, selon le texte, les rois régnant moins longtemps, avec des durées mesurées en centuries plutôt qu'en millénaires. Ce récit parallèle celui du livre de la Genèse dans la Bible hébraïque, où les patriarches antédiluviens comme Adam, Noé et Mathusalem vivent plusieurs siècles, tandis que les humains post-diluviens vivent de beaucoup plus brièvement. La convergence de ces récits à travers des cultures distinctes est intrigante. Si ces textes étaient purement fictionnels ou allégoriques, nous attendrions une plus grande diversité dans leurs détails. Cependant, le schéma répété apparaît partout. Une civilisation antérieure avancée, une catastrophe ou une destruction majeure, une réinitialisation de la civilisation à partir d'une sophistication beaucoup plus basse, et une dégénération graduelle de la santé et de la longévité humaine. Ces éléments récurrents suggèrent une source commune, un événement historique réel dont les échos ont résonné à travers la tradition orale pendant générations avant d'être finalement documentés par écrit. Les textes égyptiens anciens, bien qu'ils soient généralement interprétés à travers le prisme de la mythologie égyptienne, contiennent également des indices de cultures antérieures. Le Palermo Stone, un enregistrement historique officiel des anciens rois égyptiens datant de la 5e dynastie, énumère les rois précédents avec des durées de règne. Le texte mentionne également des événements cosmiques majeurs et des éruptions de violences naturelles. Plus suggestif encore, le temple d'Abydos contient des inscriptions connues sous le nom des hélicoptères d'Abydos, des hiéroglyphes qui, lorsqu'on les examine sous certains angles de lumière, ressemblent remarquablement à des images de machines volantes modernes. Bien que les égyptologues orthodoxes expliquent ce phénomène comme un artefact du recarving et de l'érosion des hiéroglyphes originaux, la similarité troublante demeure. Les textes grecs anciens contiennent aussi des mentions d'une antiquité beaucoup plus profonde que celle généralement datée pour la civilisation grecque. Hérodote, l'historien grec du 5e siècle avant notre ère, rapporte des récits qu'il a entendus des prêtres égyptiens, affirmant que l'Égypte ancienne avait des records historiques remontant bien au-delà de ce qui était connu pour la Grèce. Platon mentionne dans le Timée que les prêtres égyptiens lui auraient dit que l'Égypte avait des enregistrements écrits de la civilisation remontant 9000 ans, bien au-delà de tout ce qui était autrement documenté pour cette période. Ces affirmations, rapportées par Platon, suggèrent que les autorités religieuses de l'Égypte ancienne conservaient donc quand même des archives ou avaient des traditions orales décrivant civilisations beaucoup plus anciennes que la civilisation pharaonique elle-même. Les textes mésoaméricains, particulièrement le Popol Vuh maya et les codex aztèques, contiennent également des descriptions de mondes créés et détruits. Le Popol Vuh aztèque décrit
4 créations différentes du monde, chaque création suivie d'une destruction due aux défauts du monde ou de ses habitants. Les êtres qui créent tant ces mondes possèdent une puissance et une sophistication surhumaines. Certains passages du Popol Vuh décrivent le temps et l'espace de manière qui ressemble à une compréhension complexe de la physique. Les chiffres énormes utilisés pour mesurer les cycles du temps dans le calendrier Maya suggèrent une compréhension mathématique sophistiquée et une préoccupation avec l'échelle de temps extrêmement longue, peut-être reflétant une tentative de préserver un enregistrement d'événements historiques très anciens. Ces textes antiques, lorsqu'ils sont considérés ensemble, peignent une image cohérente. Un passé lointain, peuplé par des êtres ou des civilisations d'une sagesse et d'une puissance extraordinaires, un cataclysme ou une série de cataclysmes destructeurs et un redémarrage de la civilisation humaine à partir d'une base beaucoup plus primitive. Si nous acceptons la possibilité que ces textes contiennent des noyaux de vérité historique, voilés dans la mythologie mais fondamentalement enracinés dans des événements réels, notre compréhension du passé humain subit une transformation radicale. Nous ne serions plus les successeurs d'une lignée ininterrompue de développement progressif, mais les survivants d'une catastrophe ancienne qui avait anéanti une civilisation antérieure, forçant l'humanité à recommencer presque à zéro. Si une civilisation avancée ou la preuve de son existence avait réellement existé, la question devient « pourquoi n'en avons-nous pas plus de preuves ?» Une réponse implique les processus naturels de destruction et d'oubli, dont nous avons déjà parlé. Mais une réponse alternative, plus troublante, implique une suppression intentionnelle. Au cours de l'histoire humaine enregistrée, les institutions religieuses et politiques ont régulièrement contrôlé, altéré ou éradiqué le savoir. La destruction de la bibliothèque d'Alexandrie au IIIe siècle de notre ère, attribuée à divers conquérants et incendies, représente une perte monumentale de savoir antique. Des centaines de milliers de textes furent perdus, emportant avec eux l'accumulation de siècles de connaissances en tantôt scientifiques, historiques et philosophiques. Les mécanismes de suppression du savoir sont multiples. D'abord, il y a la suppression par l'Église chrétienne primitive des textes jugés hérétiques ou contraires à la doctrine officielle. Les conciles religieux, particulièrement le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, firent une sélection systématique des textes religieux à préserver et à promouvoir, tandis que d'autres furent en déclarés apocryphes ou hérétiques et supprimés. Des centaines de textes religieux anciens furent en mer perdus de cette manière. Deuxièmement, il y a la suppression par l'ignorance ou l'incapacité technique. Les textes anciens écrits sur des matériaux périssables, comme le papyrus ou le parchemin, se dégradant avec le temps. Seuls les textes copiés répétitivement par des scribes survécurent à l'Antiquité tardive. Les textes dont l'importance avait diminué ou qui n'étaient sans plus compris ne furent pas copiés et finalement tous les exemplaires furent perdus. Cette perte était généralement involontaire, une conséquence de la négligence plutôt que d'une suppression délibérée. Cependant, il existe de preuves d'une suppression plus délibérée et systématique. L'Inquisition espagnole de 1478 à 1834 visa non seulement les hérétiques religieux mais aussi les porteurs de savoir. Les alchimistes, les astrologues, les étudiants des sciences naturelles et les gardiens de connaissances alternatives étaient traditionnellement poursuivis. Les bibliothèques de savants furent confisquées et brûlées. Cette suppression visait explicitement à éliminer le savoir jugé dangereux ou en conflit avec l'orthodoxie religieuse. De manière similaire, au moment de la conquête espagnole des Amériques, des milliers de codex mayas et aztèques furent délibérément brûlés par les conquistadors et les missionnaires qui les accompagnaient sous le prétexte que ces textes contenant des hérésies païennes. Au moins une partie du savoir mésoaméricain, possiblement inclus les archives historiques des civilisations antérieures, furent perdus intentionnellement. Mais la suppression du savoir se manifeste également de manière plus subtile. Les universités et les institutions académiques contrôlent l'agenda de recherche à travers le financement, la peer review et le contrôle de la publication. Une hypothèse qui contredit le paradigme dominant, même si elle possède un mérite objectif, aura un accès réduit aux ressources, aux audiences académiques et aux publications de prestige. Ceci crée un biais systématique, non pas une censure explicite, mais une inertie institutionnelle. Les carrières académiques et les réputations sont construites sur la base de l'acceptation du paradigme dominant.
Les chercheurs qui le remettent en question risquent d'être marginalisés ou de voir leurs résultats discrédités sans enquête sérieuse. Un exemple spécifique est le travail du géologue James Dwight Dana dans le XIXe siècle. Dana produisit des preuves de périodes d'inondations côtières massives et de mouvements géologiques qui auraient de transformer les paysages côtiers antérieurs. Certains de ces résultats sont aujourd'hui acceptés, mais d'autres ont été écartés ou oubliés. Similairement, le paléontologue français Jacques Boucher de Perthes proposa au XIXe siècle qu'il existait des preuves d'humains vivant aux côtés de créatures éteintes, ce qui impliquait une grande antiquité de l'homme. Cette hypothèse fut largement rejetée ou ridiculisée par la communauté scientifique contemporaine, même si elle contenait probablement des éléments de vérité. Les réclamations qui ne s'intègrent pas dans la timeline établie de l'histoire humaine sont souvent écartées comme pseudosciences. Dans les environnements non académiques, la suppression du savoir prend d'autres formes. Les organisations gouvernementales classifient les découvertes scientifiques pour des raisons de sécurité nationale. Les agences gouvernementales contrôlent l'accès à certains sites archéologiques, restreignant la recherche et la divulgation. Les collections de musées contiennent des artefacts qui ne sont jamais exposés au public ou inclus dans les publications académiques. Ces restrictions peuvent avoir des justifications légitimes, mais elles créent également des opportunités pour que les découvertes troublantes soient simplement retirées du débat public. Considérez également l'impact des puissances économiques et politiques. Si une découverte archéologique ou géologique menaçait l'ordre économique ou politique établi, les intérêts investis auraient une motivation pour la supprimer. Si la preuve révélait des civilisations antérieures techniquement avancées, cela pourrait déstabiliser les récits fondateurs sur lesquels les institutions modernes reposent. Les religions établies pourraient sentir une menace vis-à-vis de leur propre récit d'origine. Les gouvernements pourraient en craindre la perturbation de la stabilité sociale. Dans ce contexte, la suppression du savoir devient non pas malveillance aberrante, mais une rationalité institutionnelle. Il est important de noter que la suppression du savoir n'implique pas nécessairement une conspiration consciente et articulée. Les institutions humaines, particulièrement les grandes organisations, agissent souvent d'une manière décentralisée selon des incitatifs et des signaux produits par la structure institutionnelle elle-même. Si le système académique récompense la conformité au paradigme dominant, les individus au sein de ce système seront incités à ignorer ou à discréditer les anomalies. Pas de décret conspirationnel n'est nécessaire. Le système s'autorégule. Néanmoins, il y a des preuves de suppression délibérée. Les archives secrètes du Vatican contiennent des documents dont l'existence est connue mais l'accès restreint. Les gouvernements classifient des informations sans justification publique apparente. Les institutions religieuses ont une histoire d'altération ou de contrôle des textes religieux. Si des preuves de civilisation avancée préhistorique avaient été découvertes au cours des siècles passés, il est plausible qu'elles aient été supprimées ou déclassifiées d'une manière que nous ne trouvons pas facilement dans les archives ouvertes. Sous la surface de la Terre, invisible à première vue, existe un réseau vaste et complexe de cavernes, de galeries et de structures souterraines. Certaines sont d'origine géologique naturelle, formées par l'érosion hydrique au cours de millénaires. D'autres montrent des signes d'interaction humaine, possiblement d'ancienneté considérable. Le concept des villes souterraines n'est pas purement fantastique. L'archéologie a découvert des établissements humains souterrains authentiques. Derinkuyu en Turquie, une cité souterraine complexe, consiste en plusieurs niveaux de salles taillées dans la roche, connectées par des passages. Selon les archives historiques, Derinkuyu aurait été construite originellement par les Hittites, une civilisation de l'Anatolie ancienne datant du 1600 avant notre ère, puis utilisée et agrandie par des civilisations successives. La sophistication de la planification architecturale, avec des systèmes de ventilation complexes, des dépôts de nourriture et des défenses, suggère une compréhension avancée de l'ingénierie. Cependant, Derinkuyuk n'est pas unique. En Cappadoce, région de Turquie, existe un réseau de cités souterraines interconnectées, un système de tunnels et de chambres couvrant peut-être plusieurs kilomètres. Ces structures souterraines ne montrent pas de stratigraphie claire permettant une datation fiable. Les textes historiques attribuent leur construction à des civilisations identifiées, mais l'archéologie souterraine est extrêmement difficile.
Les couches de sédiments s'accumulent lentement dans les cavernes. Les artefacts datables sont rares. L'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence, mais dans le cas des cités souterraines, elle crée une ambiguïté troublante. Elles pourraient avoir été construites bien plus anciennement qu'enregistrées, puis réoccupées et réutilisées par des civilisations ultérieures qui laissèrent leur propre marque archéologique. La région du Pérou et de la Bolivie contient également des systèmes de cavernes vastes. Le système de cavernes de Choquequirao, proche de Machu Picchu, s'étend sur plusieurs kilomètres sous la surface. Bien que moins connu que Machu Picchu lui-même, Choquequirao révèle des structures taillées dans la roche et des salles spéculées pour avoir servi de centre rituel ou politique pour la civilisation Inca. Cependant, tout comme avec les sites mégalithiques péruviens, la question de l'origine antérieure à l'occupation Inca persiste. Les vestiges érosifs suggèrent que le site aurait pu être utilisé pendant plusieurs périodes. Une question plus provocatrice concerne les cavernes dont nous ne savons pratiquement rien. L'exploration spéléologique moderne a découvert des cavernes et des systèmes souterrains qui demeurent largement non documentés dans la littérature académique. Il existe un potentiel énorme pour des découvertes futures, mais aussi un potentiel pour que des découvertes du passé aient été effectuées, mais non rapportées publiquement. Les motivations pour garder certaines découvertes souterraines secrètes pourraient inclure des inquiétudes de conservation, des demandes de propriété en compétition, ou une prudence face à la révélation de preuves troublantes. Considérez également les traditions orales et les récits locaux. Dans de nombreuses régions du monde, il existe des légendes de peuples souterrains ou de mondes souterrains. Les cultures tibétaines parlent du Shambhala, un royaume caché dans les montagnes avec une technologie et une sagesse avancée. Les traditions nordiques parlent d'Agartha, un monde souterrain habité. Les traditions amérindiennes parlent des peuples du premier monde, qui vivaient sous la terre. Les traditions hindoues bosselées mentionnent Asatal et Asura, des êtres souterrains de grande puissance. Le degré de convergence de ces récits est remarquable. Alors que ces légendes sont généralement interprétées comme purement mythologiques, elles pourraient aider à préserver la mémoire d'une vérité plus littérale, des civilisations humaines avancées qui habitaient effectivement en des systèmes souterrains complexes. Si une civilisation techniquement avancée cherchait la protection contre les cataclysmes de surface, il lui semblerait rationnel de construire des villes souterraines. Les perturbations climatiques, surface, les impacts de météorites, les éruptions volcaniques, tous ces phénomènes seraient amortis sous la surface. Une civilisation souterraine aurait une meilleure chance de survie à une catastrophe globale. Les preuves archéologiques d'une telle civilisation seraient plus préservées sous la surface, puis qu'on en était assez protégé de l'érosion et de l'exposition. Encore plus spéculativement, les tunnels et les passages souterrains découverts en différentes parties du monde présentent parfois des signes d'ancienneté remarquables. Des passages au Pérou, connus localement mais rarement étudiés systématiquement, semblent s'étendre sur des distances considérables, reliant des sites éloignés. Si un tel système de tunnels existait et fonctionnait à l'époque d'une civilisation ancienne, il faciliterait le commerce, la communication et l'administration sur de vastes distances. C'est un système de transport souterrain, dans le vrai sens du terme. Les entrées à ces systèmes souterrains pourraient avoir été perdues au fil du temps, scellées par des tremblements de terre ou ensevelies sous des sédiments. Des cavernes que les explorateurs modernes trouvent et redécouvrent pourraient en avoir eu des habitants anciens. Ceci laisse point peu de traces distinctives du fait de la préservation exceptionnelle des conditions souterraines, mais aussi de la absence de datation simple. Nous ne devrions pas être surpris de trouver, dans le futur, des preuves d'une occupation humaine très ancienne de systèmes souterrains complexes, possiblement remontant à des périodes bien antérieures à ce que la chronologie établie de la civilisation suggère. L'anthropologie et la paléontologie humaine reposent sur une compréhension supposément stable de l'évolution humaine, une lignée progressive partir d'ancêtres primatiques vers l'Homo sapiens moderne. Cependant, le registre fossile présentait des anomalies systématiques que le paradigme établi ne peut pas pleinement expliquer. Ces anomalies incluent des crânes de taille et de formes anormales, des restes squelettiques montrant des caractéristiques mélangées et des preuves de croisement potentiel avec des espèces non humaines. Commençons par les crânes élongés. En Amérique du Sud, particulièrement dans le Pérou et la Bolivie,
Des centaines de crânes humains montrant une élongation anormale ont été découverts, particulièrement associés aux cultures de Paracas et de Nazca. Ces crânes ne sont pas des déformations crâniennes artificielles, une pratique culturelle attestée en diverses civilisations où les enfants jeunes subissaient une modification crânienne réversible. Les crânes élongés de Paracas montrent une élongation structurale du crâne lui-même, augmentant le volume endocrânien, la cavité à l'intérieur du crâne. Cette augmentation de volume crânien implique une augmentation potentielle du volume du cerveau. Les analystes contemporains offrent diverses explications: sélection sexuelle, adaptation à un environnement particulier ou anomalies génétiques. Cependant, aucune de ces explications n'est entièrement satisfaisante. Les crânes élongés présentent aussi d'autres caractéristiques non humaines: une densité osseuse anormale, une structure des dents différente et des attachements musculaires suggérant une morphologie faciale différente. L'analyse génétique des crânes élongés de Paracas a fourni des résultats énigmatiques. Les tests d'ADN mitochondrial sur plusieurs de ces crânes ont révélé des séquences génétiques non parfaitement alignées avec l'ADN humain moderne connu. Les résultats indiquent une origine potentiellement non humaine ou un croisement antérieur avec une espèce non humaine dont nous ne possédons pas de comparaison génétique directe. Les paléontologues orthodoxes ont largement écarté ces résultats, les attribuant à une contamination, à des erreurs analytiques ou à d'autres artefacts. Cependant, l'accumulation de ces anomalies suggère la possibilité qu'une composante génétique non humaine ait été présente dans les populations anciennes du Pérou et de la Bolivie. De manière similaire, d'autres régions du monde montrent des preuves de crânes anormaux. En Scandinavie, des crânes d'une taille exceptionnelle, plus larges et plus volumineux que les crânes humains contemporains, ont été découverts. Attribués à des géants selon les traditions locales, ces crânes demeurent une énigme anthropologique. L'explication paléontologique standard invoque des gigantismes pathologiques, une condition génétique créant une croissance squelettique excessive. Cependant, si le gigantisme était une condition pathologique hérética affectant plusieurs générations d'une population, cela impliquerait une inattention remarquable à la sélection évolutionnaire contre cette condition. Les animaux dont les conditions génétiques nuisent à la survie ou à la reproduction sont généralement écartés de la population par des processus évolutionnaires. Un gigantisme généralisé aurait dû être négativement sélectionné, à moins qu'une raison environnementale spécifique n'avantageait la grande taille. Les restes fossilisés de créatures qui semblent être des hybrides humain-animal, soulevant encore plus de questions. Dans la mythologie ancienne apparaissent fréquemment des créatures hybrides. Les minotaures grecs, les centaures, les sirènes, les créatures de Mésoaméricains mi-humaines, mi-jaguars. Si ces créatures étaient purement mythologiques, pourquoi seraient-elles décrites avec une telle cohérence à travers des cultures distinctes ? Une possibilité est que les anciens peuples aient eu des contacts avec des espèces non humaines intelligentes, ou des créatures génétiquement modifiées. Les croisements hybrides entre humains et d'autres espèces seront biologiquement difficiles, mais théoriquement possibles avec une technologie de génie génétique. Des restes fossiles fragmentaires ont été découverts, particulièrement en Europe et en Asie, montrant des caractéristiques mélangées entre humain et animal. Dans un cas notable, un squelette découvert en Chine centrale montrait une composition osseuse mixte, certains os ayant une structure humaine tandis que d'autres semblèrent avoir une origine animale. L'interprétation conventionnelle est que cela représente soit une déformation pathologique rare, soit une composition d'os provenant de sources multiples mélangées dans le dépôt fossile. Cependant, la possibilité d'un croisement ou d'une hybridation biologique ancienne mérite une investigation plus sérieuse. En Asie mineure, des restes attribués aux Néphilim ou aux géants des textes bibliques montrent des caractéristiques squelettiques anormales. Le texte biblique énumère les Néphilim comme les descendants des fils de Dieu et des femmes humaines. Si nous interprétons cette expression littéralement plutôt que métaphoriquement, elle suggère un croisement entre une entité non humaine et un humain. Bien que purement spéculative, cette interprétation devient moins absurde si nous envisageons la possibilité d'une espèce non humaine intelligente ou techniquement avancée interagissant avec les humains anciens. Le phénomène des Néandertaliens soulève également des questions. Les Néandertaliens coexistaient avec les humains modernes, Homo sapiens, pendant plusieurs millénaires avant de disparaître. Y avait-il un croisement ?
les preuves génétiques modernes suggèrent que les Homo sapiens non africains portent entre 1 et 2% d'ADN néandertalien. Cela indique un croisement définissable. Si un croisement s'est produit entre Homo sapiens et néandertaliens, est-il impossible qu'un croisement se soit également produit entre Homo sapiens et une autre espèce inconnue ou non documentée ? Les preuves génétiques pour une telle hybridation pourraient être préservées dans des populations humaines contemporaines sous la forme de marqueurs génétiques anormaux. L'anthropologie génétique moderne révèle que certaines populations humaines portent des marqueurs génétiques d'origine inconnue ou difficiles à tracer à une ascendance homininienne connue. Certains chercheurs dans le domaine de la génétique populationnelle ont suggéré que ces marqueurs pourraient leur représenter les vestiges d'un croisement avec une espèce non documentée. Ces suggestions restent hautement spéculatives et sont souvent écartées par l'établissement scientifique. Cependant, si nous acceptons la possibilité qu'une espèce intelligente non humaine ou techniquement avancée aurait pu coexister et se croiser avec les humains anciens, ces preuves génétiques acquièrent une nouvelle signification. Les preuves géologiques et paléontologiques indiquent que la Terre a subi plusieurs cataclysmes massifs au cours de son histoire. Les extinctions de masse observées dans le registre fossile marquent les périodes où des proportions significatives de la vie sur Terre ont été éliminées en temps relativement bref. 5 grandes extinctions de masse ont été identifiées. L'extinction de l'Ordovicien silurien, l'extinction du Dévonien, l'extinction du Carbonifère permien, l'extinction du Trias jurassique et l'extinction du Crétacé paléogène. Cette dernière extinction, il y a 66 millions d'années, éradiqua les dinosaures et prépara le terrain pour la diversification des mammifères, finalement conduisant à l'émergence des primates et de l'homme. Mais des cataclysmes s'étendent au-delà du registre fossile lointain. Les événements géologiques plus récents, survenant au cours de l'histoire humaine ou de la préhistoire humaine, montrent aussi les signes d'une planète dynamique et instable. Les superéruptions volcaniques, la tectonique des plaques, les impacts de météorites et les fluctuations climatiques dramatiques constituent une toile de fond de perturbations potentielles pour la civilisation humaine. Prenez comme exemple l'éruption du Toba en Indonésie, survenue il y a environ 74 000 ans. C'était une superéruption, l'une des plus grandes expulsions de matière volcanique de ces 25 millions d'années. L'éruption aurait envoyé des cendres volcaniques dans l'atmosphère, bloquant les rayons solaires et créant un hiver volcanique durant plusieurs années. Les températures globales auraient chuté de plusieurs degrés. Le climat équatorial aurait devenu tempéré. Cette perturbation environnementale aurait eu un impact dévastateur sur la vie, particulièrement sur les populations humaines, dont l'effectif total aurait pu être réduit à seulement quelques milliers d'individus. Cette théorie du goulot d'étranglement génétique Toba suggère que l'humanité aurait failli disparaître à cause du Toba. Si cela s'est produit il y a 74 000 ans avec l'humanité primitive, à quel point serait-il plus dévastateur pour une civilisation technologiquement avancée ? Une civilisation urbaine dépend d'une chaîne d'approvisionnement complexe, d'une production agricole régulière et d'une infrastructure élaborée. Un événement climatique majeur interrompant l'agriculture pendant 1 ou 2 saisons pourrait causer un effondrement social rapide. Une superéruption volcanique survenant en 12 000 ans avant notre ère aurait potentiellement anéanti une civilisation techniquement avancée couvrant un ou plusieurs continents. Les preuves de cette perturbation climatique récente apparaissent dans la géologie. La Dryas jeune, une période de retour au climat glaciaire qui survint il y a environ 12 800 ans et dura environ 1200 ans, est enregistrée dans les carottes de glace, les sédiments lacustres et les archives pollen. Cette période représenta un retournement dramatique du climat, après environ 10 000 ans de réchauffement post-glaciaire. L'impact sur les populations humaines chasseurs-cueilleurs de cette époque aurait été sévère. Les régions auparavant habitables auraient en devenu inhospitalières. Les populations auraient été forcées à migrer, à adapter leur subsistance et à réapprendre la survie dans un environnement drastiquement modifié. La théorie de l'impact de la Dryas jeune, proposée par plusieurs géologues et paléoclimatologues, suggère que ce refroidissement résulte d'un impact de météorites ou de la fragmentation d'une comète au-dessus de la Terre. Les preuves de cette hypothèse incluent des microsphérules de carbone trouvées dans une couche de sédiments datant du début de la Dryas jeune, un phénomène généralement associé à impact cosmique. Des preuves de feux de surface massifs sont également enregistrées.
Ce scénario s'aligne frappamment avec les récits de déluge et de destruction globale, rencontrés dans les textes anciens de cultures distinctes. Si une civilisation techniquement avancée existait durant la période pré-Dryas jeune, juste avant ce cataclysme, il y a environ 13 000 ans, elle aurait été décimée par cet événement. Les vestiges fragmentés de cette civilisation, partiellement détruits et dispersés, auraient été peu à peu recouverts par les sédiments géologiques en les millénaires suivants. Les survivants de cette catastrophe auraient emporté les traditions orales de leur civilisation antérieure qu'ils auraient transmis à générations ultérieures sous la forme de mythes, de légendes et d'enregistrements sacrés. Les cycles astronomiques fournissent également un contexte pour la récurrence des cataclysmes. La Terre traverse le plan galactique tous les 250 millions d'années environ, une période connue sous le nom orbite galactique. À chaque traversée du plan galactique, la Terre s'expose à des radiations cosmiques accrues et à une possible perturbation gravitationnelle de la ceinture d'astéroïdes et de la nube d'Oort. Cela pourrait augmenter la fréquence des impacts de météorites et des comètes. D'autres cycles astronomiques, comme l'inclinaison et l'oscillation axiale de la Terre, précession, modifient l'exposition au rayonnement solaire sur des périodes de dizaines de milliers d'années. Ces cycles astronomiques et géologiques seraient devenus parfois préoccupants avec l'humanité antique. Une civilisation, particulièrement une possédant une compréhension astronomique avancée, aurait pu observer les preuves de impact de météorites passées, de volcans et de instabilité climatique dans le registre géologique et dans le ciel. Ils auraient compris que la Terre est soumise à la destruction périodique et qu'aucune civilisation n'est immortelle. C'est peut-être cette compréhension qui serait responsable de la croyance cyclique apparaissant dans les textes de l'Antiquité. Les peuples anciens, héritaires de la connaissance et des avertissements de civilisations antérieures, auraient construit des mythologies autour du concept de cycle destructif. Les 4 âges de Hésiode, les yugas hindous, les créations cycliques des Mayas, tous ces systèmes religieux pourraient en dériver d'une compréhension basée sur l'observation que la civilisation humaine est sujette à la réinitialisation périodique par les forces géologiques et astronomiques. Parmi les artefacts énigmatiques, le plus troublant figure la carte de Piri Reis, un document ottoman créé en 1513 par un cartographe turc du même nom. Cette carte, rendue célèbre par la théorie pseudo-historique d'Erich von Däniken, prétendait montrer les contours sud-américains et sud-africains avec une précision remarquable, une connaissance qui aurait dû être impossible pour les cartographes de l'époque. Des études plus rigoureuses ont ultimement démontré que les anomalies de la carte de Piri Reis pouvaient être expliquées par les projections des cartes historiques disponibles et les erreurs d'interprétation. Cependant, la carte de Piri Reis n'est pas un unicum. Elle appartient à une classe de documents cartographiques anciens montrant une connaissance géographique étonnamment précise d'une époque où on suppose que cette connaissance n'existait pas. Les cartes Portolan, des cartes maritimes datant du XIIIe au XVIe siècle, montrent une connaissance précise des côtes de la Méditerranée et de l'Atlantique Nord. Ces cartes servaient de guide de navigation pour les marins. Leur précision surprenante, particulièrement pour les distances et les angles, suggère qu'elles étaient basées sur des observations accumulates et possiblement sur des cartes antérieures plus précises. Certains éléments des cartes Portolan ne peuvent pas être attribués à la géographie réelle et semblent représenter des terres aujourd'hui submergées ou des détails cartographiques de sources non identifiées. Plus intrigante encore est la carte d'Ulcère, datée de 1339. Cette carte Portolan portugaise montre une côte atlantique sud-africaine étonnamment cohérente à ce que nous savons maintenant de la géographie réelle. Comment les cartographes médiévaux auraient-ils pu connaître cette géographie sans le voyage de Vasco de Gama vers le cap de Bonne-Espérance qui ne s'est produit qu'en 1497 ? Les hypothèses incluent que les Phéniciens, les Vikings ou d'autres marins anciens auraient pu explorer l'Afrique du Sud et laisser des archives cartographiques qui seraient ultérieurement redécouvertes ou copiées. La capacité de navigation maritime ancienne elle-même pose des questions. Le périple de la mer Érythrée, un guide commercial datant du 1er siècle de notre ère, décrit en détail les routes maritimes le long de la côte est africaine et vers l'Inde. Pour voyager selon ces routes avec la régularité décrite, les navigateurs auraient dû posséder une compréhension sophistiquée des monsouns, des courants maritimes et de l'astronomie navigationnelle. Ces capacités surviendraient au contexte général de compétences astronomiques chez certains peuples anciens.
l'astronomie ancienne elle-même révèle des anomalies. Les Sumériens et les Babyloniens possédaient une astronomie impressionnante, enregistrant les mouvements des planètes avec une précision remarquable. Les Égyptiens s'alignaient leurs pyramides vers les points cardinaux avec une exactitude surpassant ce que les techniques supposées de l'époque permettraient. Les Mayas possédaient une compréhension du calendrier solaire avec une précision surpassant les calendriers européens contemporains. D'où provenait cette connaissance astronomique ? Une hypothèse standard est que ces civilisations possédaient des astronomes patientes et observateurs doués, perfectionnant leurs connaissances sur génération. Une hypothèse alternative est que certaines de cette connaissance étaient héritées de civilisations antérieures ayant mené des observations astronomiques plus systématiques. La précision de la précession des équinoxes mentionnée dans les Védas hindous en est un exemple spécifique. La précession des équinoxes est un phénomène subtil. L'axe de rotation de la Terre oscille lentement avec une période d'environ 26 000 ans. Cette oscillation cause un changement graduel dans la position du pôle nord céleste et altère les positions apparentes des étoiles de manière perceptible seulement sur des durées de siècles. Comment les Védas auraient-ils connu ce phénomène ? Les prêtres et savants de l'Inde ancienne n'auraient pas pu le déterminer par l'observation à courte échelle. Il aurait fallu des observations qui s'étendent sur des siècles ou des millénaires ou une transmission de connaissances de sources antérieures. Les systèmes de calendrier, plus fondamentalement, seraient un des indicateurs d'une compréhension astronomique avancée, qui a développé les calendriers précis, basés sur des cycles solaires et lunaires interconnectés, qui en plusieurs cas correctés pour la dérive graduelle. Les Égyptiens, les Mayas, les Zoroastriens, tous possédaient des calendriers d'une sophistication remarquable. Ces systèmes auraient exigé une accumulation de données astronomiques sur des siècles, une compréhension mathématique avancée et une infrastructure institutionnelle pour la maintenance des archives. Si nous postulons une civilisation antérieure avec ces capacités, la transmission de connaissances quantum calendriques à des civilisations ultérieures devient plus explicable. Encore plus spéculative est la possibilité que des civilisations anciennes disposaient de cartes et de registres détaillés de la géographie mondiale, par possiblement en conséquence d'une capacité de navigation aérienne ou spatiale. Les traditions orales de plusieurs cultures mentionnent des créateurs ou des dieux qui voyageaient à travers le ciel et qui vivaient des visions de la Terre depuis une altitude. Si ces traditions conservaient le souvenir d'une technologie aérienne perdue, les cartes créées par cette civilisation avancée pourraient montrer une perspective aérienne de la géographie terrestre. Des artefacts cartographiques ultérieurs, copiés ou réinterprétés par civilisations n'ayant pas accès à la technologie originale, déformeraient graduellement cette perspective. Cependant, des artefacts spécifiques, les cartes Portolan, la carte de Piri Reis et d'autres, pourraient ainsi conserver l'empreinte de cette source plus ancienne et plus précise. L'une des anomalies les plus intrigantes dans l'archéologie globale concerne la capacité de construction démontrant par certaines civilisations anciennes. Certaines structures, en particulier les mégastructures, présentent des caractéristiques techniques suggestant une maîtrise des méthodes de construction qui, selon nos connaissances de standard, devraient être impossibles à cette époque. Commençons par la question centrale. Comment, précisément, les anciens Égyptiens ont-ils transporté et positionné les blocs de granit de la chambre du roi dans la Grande Pyramide ? La chambre du roi utilise des blocs de granit massifs comme lintels et poutrelles. Ces blocs pèsent environ 70 à 80 tonnes chacun. Un bloc individuel de cette masse, placé à environ 50 mètres au-dessus du sol, à l'intérieur d'une structure pyramidale, représente un défi logistique extraordinaire. Les hypothèses conventionnelles invoquent les rampes, les leviers, les cordes et une mobilisation de travail du labour massive. Des expériences modernes ont démontré que ces méthodes peuvent théoriquement fonctionner pour mobiliser un bloc, mais les mathématiques du transport de centaines de tels blocs, chacun pesant 70 à 80 tonnes, à un endroit hautement restreint et inaccessible, restent problématiques. Une explication alternative moins discutée est que les anciens Égyptiens utilisaient une technologie de levage avancée, possible un dispositif pu par animal ou même un protomoteur, qui n'a pas laissé de preuves archéologiques claires. Les représentations de la vie quotidienne égyptienne ne montrent pas telle technologie explicitement, mais c'est une absence de preuve plutôt qu'une preuve d'absence. Si une technologie avait été utilisée par une élite architecturale et rapidement disparue,
elle pourrait laisser peu de registrations dans l'imagerie publique ou les enregistrements textuels. De manière plus audacieuse, un petit nombre de chercheurs ont proposé que les anciens pouvaient posséder une compréhension de l'antigravité ou de méthodes de levage magnétique. Cette proposition s'aligne avec certaines anomalies observées dans la construction, les capacités de levage apparentes, la précision du placement et l'absence de marques d'usure ou de dommages typiques du transport de lourds blocs sur des distances. Les évidences pour une telle technologie sont ténues, mais ne sont pas absolument impossibles. En Amérique du Sud, les questions soulevées par Sacsayhuaman et Pumapunku sont similaires. Comment les anciennes civilisations andines ont-elles taillé, transporté et ajusté des blocs de granit pesant 100 à 200 tonnes? Les outils de pierre et de bronze ne permettaient pas aisément cette taille de précision. Aucune preuve d'un système de transport amphibie massif n'a jamais été découverte. Les Incas étaient capables de la taille de pierre avancée, mais Sacsayhuaman et Pumapunku semblent antérieurs à la domination Inca. Les techniques de construction auraient donc pu être perdues entre les civilisations anciennes et les Incas. Les édifices en pierre sans mortier, trouvés worldwide dans des mégastructures anciennes, soulèvent une question différente. Comment a-t-on obtenu un ajustement si ajustement ? Les blocs Sinta sont façonnés pour s'adapter les uns aux autres avec une précision millimétrique. Cet ajustement requiert que chaque bloc soit taillé pour correspondre exactement à ses voisins. Ceci exigerait une planification minutieuse, des outils de taille précis et une coordination architecturale très précise. Les techniques de survente modernes utilisaient des gabarits, des mesurements répétés et des ajustements itératifs. Pour les anciens, sans ces avantages, la production d'une telle précision aurait tenu d'une compétence extraordinaire ou d'une assistance technologique. La construction des aqueducs romains, bien entendu, représente une technologie perdue partiellement. Les Romains ont développé des systèmes d'ingénierie extraordinairement sophistiqués pour transporter de l'eau sur de grandes distances. Ces aqueducs utilisaient la géométrie et la gravité pour maintenir un flux constant. Cependant, après la chute de l'Empire romain, cette technologie a largement été perdue. Les aqueducs européens ultérieurs ne possédaient pas le même degré de sophistication. La connaissance technique avait régressé. Plus drastiquement, les Romains eux-mêmes avaient une technologie remarquable, dont beaucoup n'a pas survécu. Découvertes archéologiques modernes ont révélé que les Romains possédaient des machines complexes, des mécanismes de grue et possiblement des appareils de prédiction astronomique comme l'antiquitaire. Cependant, ces appareils étaient rares, mystérieux et peu copiés. Après la chute de Rome, ce savoir a largement disparu de la conscience européenne. La civilisation maya en Amérique centrale possédait également des technologies avancées depuis perdues. Leur système d'irrigation, leur architecture et leur astronomie révélaient une sophistication remarquable. Cependant, les Mayas ne possédaient pas d'écriture alphabétique, et leurs enregistrements écrits, bien que déchiffrés en partie aujourd'hui, ne capturaient pas la totalité de leur savoir technique. La technologie maya, incapable dû être préservée sans écriture ou copie intensive, s'est largement dissipée après la chute des cités mayas. Ceci établit un précédent. Les sociétés humaines possédaient régulièrement des technologies avancées, localisées dans une région ou une époque, qui échouèrent à persister ou à se propager. Ces technologies s'effondrent en l'absence d'une infrastructure pour leur maintien et de transmission. Si une civilisation globale ou largement distribuée avait possédé une technologie avancée, puis aurait subi une réinitialisation catastrophique, la perte de cette technologie serait totale. Les vestiges survivants seraient fragmentés, mal attribués, et peu reconnaissables comme les reliques d'une technologie avancée. Tout au long de l'histoire, les institutions puissantes ont cumulé et caché du savoir. Les bibliothèques, les archives, les collections manuscrits, ces dépôts de connaissances sont souvent fermés au public, contrôlés par les autorités religieuses ou politiques qui craignent la divulgation. La bibliothèque d'Alexandrie, l'une des plus grandes accumulations du savoir antique, contenait des centaines de milliers de textes. Lorsqu'elle a été progressivement dépouillée et brûlée au cours des 3e et 5e siècles après Jésus-Christ, la majorité de ce savoir fut perdue à jamais. Si la bibliothèque avait survécu intacte, notre compréhension de l'Antiquité serait radicalement différente. Le Vatican, le centre du pouvoir religieux catholique romain, maintient les archives secrètes du Vatican, une collection de documents l'État sécurisé auxquels le public ne peut pas accéder.
On sait que cette archive contient des documentations de procès d'hérétiques, des bulles papales et d'autres documents d'importance historique. L'existence d'une archive secrète en elle-même soulève la question. Qu'y a-t-il dans ces archives que l'autorité religieuse juge important de conserver mais pas de divulguer? Des découvertes archéologiques qui contredisent les enseignements de l'Église, des textes sacrés supprimés qui suggèrent un passé différent? Les historiens n'ont jamais pu accéder à la totalité des archives secrètes pour de déterminer. De manière similaire, plusieurs gouvernements du monde maintiennent des collections classificada de savoirs archéologiques ou scientifiques. Les textes, les artefacts et les rapports de fouilles considérés comme controverses ou potentiellement déstabilisantes sont souvent reclassés ou gardés hors du domaine public. Les motivations pourraient inclure une considération pour la stabilité politique, la Defense of Religious Orthodoxy, ou simplement la fraude administrative. Quelle qu'en soit la raison, l'effet est une suppression de la connaissance. En Inde, les temples anciens, brahminicales, servent de dépôt pour les textes sacrés et les artefacts. Certains temples prétendent maintenir des collections de textes sanscrits qui ne sont pas disponibles nulle part ailleurs. L'accès à ces collections est rigoureusement contrôlé. Les chercheurs extérieurs sont rarement autorisés à examiner les documents. Si ces temples contenaient réellement des textes anciens décrivant des civilisations préhistoriques avancées, il est peu probable que cette information serait facilement divulguée à la communauté scientifique laïque. Elle serait gardée comme savoir ésotérique, préservée en ligne avec les enseignements religieux. En Égypte, les autorités archéologiques exercent un contrôle strict sur le accès aux tombes pharaoniques et aux chambres souterraines. Officiellement, cette restriction est justifiée par des considérations de conservation. Maintenir l'humidité, la température et éviter la dégradation des artefacts. Cependant, cette restriction limite également ce que les archéologues indépendants peuvent vérifier. Si certaines chambres souterraines ou certains artefacts contredisaient les chronologies établies, les autorités égyptiennes auraient une motivation à limiter l'accès plutôt que de publier les trouvailles. Les fouilles des dépôts archéologiques en Amérique du Sud sont également soumis à des restrictions gouvernementales. Le Pérou et la Bolivie exercent une tutelle stricte sur l'accès aux sites archéologiques. Certains sites demeurent largement non excavés. Les artefacts qui ne correspondent pas aux chronologies acceptées peuvent être retirés de la circulation publique ou classifiés. Aucune explication officielle n'est généralement offerte pour ces restrictions au-delà des déclarations générales concernant la patrimoine culturel. Les musées eux-mêmes maintiennent des collections dites « musées de la réserve ». Des sections de leurs collections ne misent pas exposées au public. Parmi les artefacts entreposés pourraient se trouver des pièces qui ne correspondent pas aux narrations établies. Un musée pourrait être réticent à inclure une pièce énigmatique dans son exposition si cela soulevait des questions inconsistantes avec ses étiquetages ou ses études. Il est plus facile, administrativement, de conserver la pièce en réserve plutôt que de rouvrir débat sur son interprétation. Plus spécifiquement, plusieurs artefacts ont de documentés comme étant à l'exposition publique par les autorités muséales, mais quand les chercheurs ont demandé à les examiner plus tard, les pièces n'ont pu être localisées. Certaines études archéologiques citent des artefacts en tant que source primaire, mais les artefacts mêmes ne sont plus disponibles pour vérification indépendante. Ceci soulève un spectre de suppression involontaire ou délibérée. Peut-être que l'artefact a réellement dû être perdu ou endommagé. Peut-être que l'artefact n'a jamais réellement existé et la citation était une fabrication académique. Ou peut-être que l'artefact continue à exister, mais a de classer en réserve ou reclasser pour des raisons de politique institutionnelle. Les traditions orales de nombreuses cultures indigènes suggèrent également que des archives anciennes existent, non pas dans les musées occidentaux, mais dans des lieux gardés secrets par les communautés indigènes elles-mêmes. Les Tibétains parlent de textes préservés dans des monastères cachés. Les Amérindiens décrivent des légendes transmises seulement entre les initiés. Les peuples aborigènes australiens possèdent un savoir transmis oralement depuis des millénaires, dont une partie n'a jamais été partagée avec les étrangers. Si ces traditions contiennent effectivement des archives historiques de civilisations anciennes plus avancées, elles demeurent largement inaccessibles à une investigation scientifique rigoureuse. L'accumulation de ces restrictions crée un problème fondamental pour la vérification historique. Sans accès complet aux preuves archéologiques et sans transparence en regard à ce qui existe dans les archives secrètes,
nous ne pouvons pas définitif affirmer que la preuve de civilisation avancée préhistorique n'existe pas. L'absence de preuves publiquement disponibles n'est pas la même chose qu'une preuve d'absence. La biochimie et la génétique moderne fournissent des outils pour détecter les preuves d'une intelligence avancée, ancienne à la niveau moléculaire. Si une civilisation techniquement avancée avait existé, elle aurait pu modifier les organismes vivants de manière intentionnelle, introduisant des variations génétiques ou des produits chimiques différents. Certains scientifiques ont suggéré que la présence de anomalies génétiques humaines peu évolutionnairement explicables pourrait indiquer une telle intervention. Considérez d'abord l'énigme du gène FOXP2. Ce gène, découvert chez les humains et les primates, code pour une protéine impliquée dans le développement du langage et de la cognition. Les humains possèdent une version du gène FOXP2 qui diffère significativement de celle des autres primates. Cette variation est relativement récente en termes évolutionnaires, se fixant dans la population humaine seulement au cours du dernier 1 à 2 millions d'années. Les chercheurs soupçonnent que cette variation représente une mutation spontanée qui conférait un avantage de survie, permettant le développement du langage complexe chez les humains. Cependant, l'intervalle de temps pendant lequel cette variation s'est fixée dans la population globale est curieusement court. Les mutations génétiques bénéfiques généralement nécessitent plusieurs générations pour se fixer dans une population. La rapide fixation du gène FOXP2 suggère soit une sélection sexuelle extrêmement puissante, soit une intervention intentionnelle. Si une civilisation ancienne avait possédé une compréhension avancée de la génétique et des biotechnologies, elle aurait pu modifier délibérément le génome humain pour augmenter l'intelligence, la cognition ou les capacités linguistiques. Cela aurait dû résulter en la fixation rapide d'une nouvelle variation génétique à travers la population humaine touchée. Le modèle d'évolution du gène FOXP2 est compatible avec cette hypothèse, bien qu'il y a d'autres explications moins spéculatives. De manière similaire, les variations génétiques chez les humains montrent des patterns anormaux. Certaines populations humaines possèdent des variations génétiques uniques qui ne peuvent pas être expliquées par la migration ou la séparation géographique connue. Certains marqueurs génétiques indiquent une hybridation potentielle entre Homo sapiens et une espèce humanoïde non identifiée. L'archéologue David Reichertsen de l'université d'Harvard a mentionné la possibilité de populations de fantômes, des homininiens qui auraient croisé avec les Homo sapiens mais dont aucun fossile n'a été découvert. Ces populations de fantômes auraient pu être une espèce techniquement avancée non conservée par la paléontologie. Examinons également les anomalies biochimiques. Tous les organismes terrestres utilisent l'ADN comme matériel génétique, l'ARN comme messager et les acides aminés comme blocs de construction des protéines. Cette universalité chimique suggère une origine commune, une dernière ancêtre universelle commune de tous les organismes vivants. Cependant, il existe des anomalies à cette universalité. Certains organismes utilisent des acides aminés rares ou non standards dans leurs protéines. Certains virus et certaines bactéries utilisent des variants de l'ARN ou de l'ADN. Si une civilisation ancienne avait modifié les organismes vivants pour les adapter à des environnements exotiques ou à des utilisations biologiques spécialisées, elle aurait pu créer ces anomalies biochimiques. Plus spécifiquement, les microbes extrémophiles, les organismes capables de survivre dans des environnements extrêmes comme les sources hydrothermales ou les fluides acides, montrent des caractéristiques biochimiques singulières. Certains scientifiques ont suggéré que certains de ces organismes pourraient avoir une origine non terrestre ou une manipulation génétique ancienne. Cette suggestion demeure hautement spéculative, mais elle illustre comment les anomalies biochimiques pourraient en être interprétées comme preuve d'une intelligence ancienne. Les résidus chimiques dans les os et les dents anciens sont une autre source de preuves potentielles. L'analyse isotopique peut déterminer le régime alimentaire, la géographie d'un individu durant sa vie et l'exposition à certains éléments. Des résidus anormaux de métaux lourds, de radionucléides ou de composés chimiques synthétiques dans les restes anciens pourraient indiquer une exposition environnementale inhabituelle. Si une civilisation ancienne avait utilisé de technologies produisant des contaminants chimiques ou radiatifs, les habitants auraient pu laisser une signature biochimique sur les restes.
Les preuves d'infection ou de maladie dans les restes squelettiques anciens fournissent également des indices. Certains fossiles montrent des signes de pathologie consistantes avec l'exposition aux radiations. Anomalies osseuses, déformations, malignés squelettiques. Certains crânes anciens montrent des preuves de trepanation, une procédure chirurgicale. D'autres montrent des preuves de traumatisme ou de maladies incompréhensibles. Ces preuves pourraient simplement indiquer des maladies naturelles ou des blessures. Cependant, certaines pathologies observées dans restes anciens et ne correspondent pas parfaitement aux maladies connues par la paléopathologie. Elles pourraient représenter l'exposition à des agents pathogènes modifiés ou créés artificiellement. La biologie synthétique, le domaine qui combine la génétique avec la pratique de l'ingénierie, suggère comment une civilisation ancienne aurait modifié les organismes vivants. En utilisant une compréhension du code génétique, ils auraient pu créer de nouveaux organismes, hybridiser des espèces ou augmenter les capacités cognitives des humains. Les résultats de telles manipulations auraient en tenue durable dans le génome humain, visibles aux généticiens modernes comme des anomalies non évolutionnairement explicables. Tout au long de ce documentaire, nous avons examiné les indices fragmentaires, les anomalies géologiques, les textes anciens et les preuves biochimiques qui collectivement suggèrent la possibilité que une ou plusieurs civilisations techniquement avancées auraient existé avant l'histoire humaine enregistrée. Si cette hypothèse contient même une part de vérité, ses implications sont profondément transformatrices pour notre compréhension de nous-mêmes, de notre passé et de notre avenir. Commençons par reconnaître les défis institutionnels à l'acceptation d'une telle hypothèse. L'Académie scientifique repose sur un ensemble établi de postulats paradigmatiques, que l'histoire humaine commence il y a approximativement 10 000 ans avec l'apparition de l'agriculture, que la progression de la civilisation est fondamentalement linéaire et progressive, que la technologie humaine s'accumule invariablement et ne disparaît pas. Une hypothèse de civilisation techniquement avancée antérieure contredit directement ces postulats. Elle implique que la civilisation humaine non seulement peut régresser, mais a effectivement régressé dramatiquement au moins une fois. Elle implique que la technologie humaine n'est pas cumulative, mais cyclique, sujette à la destruction et à l'oubli. Elle implique que la timeline de l'histoire humaine doit être radicalement étendue, remontant potentiellement aux dizaines ou aux centaines de milliers d'années ou plus profondément. Ces implications sont tellement en conflit avec le paradigme établi qu'elles provoquent une résistance institutionnelle presque absolue. Aucun chercheur qui propose sérieusement de telles idées ne peut espérer obtenir un financement de recherche standard, une publication dans les journaux académiques principaux ou une acceptation par la communauté scientifique dominante. Le système académique s'autoprotège contre les hypothèses de déviation, non par malveillance délibérée généralement, mais par les mécanismes inévitables de la structure institutionnelle. Cependant, si nous acceptons que l'hypothèse mérite une investigation, où commencerions-nous ? Premièrement, il faudrait une réouverture des archives fermées et des collections de musées cachés. Les gouvernements et les institutions religieuses devraient être pressés à divulguer les artefacts et les découvertes archéologiques qui ne correspondent pas aux chronologies établies. Cette divulgation pourrait révéler des preuves décisives, soit en appuyant l'hypothèse, soit en la réfutant définitif. Deuxièmement, une investigation systématique de sites archéologiques spécifiques devrait être menée. Puma Punku, les murs de Baalbek, Saksai Waman et d'autres mégastructures devraient-ils subir une fouille rigoureuse utilisant l'archéologie moderne. Les carottes géologiques, prélevées à proximité des sites mégalithiques, devraient être analysées pour les anomalies de composition chimique ou isotopique. Les artefacts de ces sites devraient en subir la datation au radiocarbone, la spectroscopie et l'analyse génétique. Troisièmement, les textes anciens devraient être réexaminés avec une perspective nouvelle. Au lieu de les traiter exclusivement comme de la mythologie symbolique, ils devraient être lus littéralement pour les affirmations de faits historiques. Là où les textes anciens de civilisations distinctes convergent sur des détails spécifiques, ces convergences devraient être notées et investiguées. Quatrièmement, les anomalies biologiques et génétiques humaines devraient être systématiquement étudiées. Les populations avec des marqueurs génétiques uniques devraient avoir leurs généticiens séquencés en profondeur. Les crânes élongés et d'autres anomalies anthropologiques devraient subir l'analyse génétique complète
plutôt que d'être simplement stockés dans les réserves de musées. Cinquièmement, les technologies de télédétection modernes devraient être utilisées pour identifier les structures sous-tentures souterraines. Les radars à pénétration du sol, les aimants gradiomètres et les autres instruments pourraient révéler les structures entreterrées non détectées prélaxées par à la fouille conventionnelle. Sixièmement, l'exploration sous-marine des plateaux continentaux devrait être intensifiée. Les robotiques avancées et les véhicules submersibles autonomes pourraient explorer les topographies sous-marines et identifier les structures anthropogéniques à des profondeurs auparavant inaccessibles. Si la preuve d'une civilisation techniquement avancée antérieure était effectivement découverte, les implications s'étendraient bien au-delà de l'histoire ancienne. Elles forceraient une révision radicale de la chronologie humaine. Elles changeraient notre compréhension de l'évolution humaine. Elle impliquerait que les talents humains pour la technologie, la organisation et l'accumulation du savoir ne sont pas des développements récents mais des capacités répétées et renouvelées. Elle élèverait une question profonde. Qu'est-il arrivé à cette civilisation antérieure ? A-t-elle sombré dans la destruction par une catastrophe naturelle ? A-t-elle autodestructrice par la mauvaise utilisation de sa technologie ? A-t-elle volontairement régressé, rejetant la technologie en faveur d'une existence plus simple et plus harmonieuse ? Ces questions rencontrent les considérations éthiques et philosophiques pour notre époque contemporaine. L'humanité moderne développe rapidement des technologies potentiellement destructrices, l'énergie nucléaire, les ingénieries génétiques, l'intelligence artificielle. Nous avons l'opportunité de déterminer notre propre avenir. Si une civilisation antérieure avait existé et s'était autodétruite, ses reliques des temps et ses archives constitueraient un avertissement pratique. Inversement, si une civilisation antérieure avait persévéré en maintenant l'équilibre entre la technologie et la sagesse, elle constituerait un modèle. Les implications spirituelles méritent également considération. Le concept récurrent dans les textes anciens de la chute de civilisation par la corruption morale ou l'arrogance ne peut pas être entièrement congédié comme mythologie. Beaucoup de ces textes articulent une vision sombre mais plausible, que l'accumulation du pouvoir technologique sans une augmentation correspondante de la sagesse morale conduit à l'autodestruction. Si nous acceptons cette leçon du passé potentiel, elle devrait nous inciter à une réflexion profonde sur notre trajectoire contemporaine. Enfin, l'intégration complète du savoir perdu, si elle était possible, ajouterait des couches entièrement nouvelles à notre compréhension de l'astronomie, de la géologie, de la biologie et de l'ingénierie. Les civilisations anciennes possédaient peut-être des compréhensions sophistiquées du cosmos, des structures de la matière ou de la nature de la conscience. Les textes sacrés et les artefacts artistiques pourraient en contenir un savoir codé, un message de civilisation antérieure destiné à être décodé par des générations ultérieures. Les symboles récurrents dans l'art mégalithique, les proportions architecturales et les alignements astronomiques pourraient constituer une tentative de préserver le savoir au-delà de la destruction. Si vous avez trouvé ce documentaire stimulant, je vous encourage à investiguer plus avant. Questionnez les récits établis. Explorez les anomalies, examinez les preuves disponibles avec un regard critique mais ouvert. Et peut-être, si vous décidez de vous joindre à cette enquête, partagez vos découvertes. Abonnez-vous pour plus de contenu explorant les mystères de notre passé et les implications pour notre avenir.